Rien n'a changé depuis des millions d'années. Comme si le temps avait suspendu son cours sous les feuillages de cette forêt subtropicale. Au milieu de cette végétation exubérante, l'homme se sent vite minuscule, étranger. On peut imaginer qu'à chaque instant va surgir un elfe ou un dinosaure. Cet endroit pour moi est spectaculaire. Ce monde perdu, c'est la Gomera dans l'archipel des Canaries. Une île volcanique où les cracheurs de feu tous éteints ont laissé place à des plages de sable noir et d'immenses ravins escarpés. Notre voyage commence dans le sud rocailleux, où nous suivons les pas d'Audrey. Cette Française tombée amoureuse de l'île et guide à la Gomera depuis 7 ans. Toutes les îles Canaries sont des îles volcaniques qui n'ont jamais été connectées au continent. La Gomera a environ 10 millions d'années. À cette époque, ce sont des éruptions successives qui, peu à peu, ont fait sortir l'île de l'Atlantique. Ce qu'on peut voir ici, ce sont les différentes couches de magma. Par exemple, ça, c'était une coulée de lave. Et couche après couche, petit à petit, l'île a grandi. Ici, on sent vraiment la puissance de la nature, une nature vivante et qui est restée intacte au fil des siècles. À tel point que sur cette île vivent encore certains animaux tout droit sortis de la préhistoire. Ici se trouve à l'état naturel la seule population au monde de lézards géants de la Gomera. Ils n'étaient plus qu'une vingtaine lorsqu'on les a découverts en 1999 et aujourd'hui, ils sont presque 300. Le monstre de la Gomera est en fait un dragon miniature. Et celui-ci, il a quel âge ? Lui, il doit avoir entre 10 et 11 ans. Ce sont les seuls lézards au monde à avoir la gorge blanche. À l'âge adulte, il atteint tout de même les 30 cm. L'espèce a frôlé l'extinction, mais grâce à ce centre de sauvegarde, elle est aujourd'hui hors de danger. Il faut leur enlever les parasites de temps en temps pour éviter qu'ils ne tombent malades. Chaque année, 60 à 100 lézards géants naissent en captivité. Certains des plus vigoureux sont ensuite relâchés dans la nature. Mais sur la Gomera, les reptiles ne sont pas les seuls témoins des temps préhistoriques. Au cœur de l'île, là où les sommets s'élèvent jusqu'à 1500 mètres d'altitude, s'étend une forêt primaire baignée par un brouillard quasi permanent. Cette forêt existe parce qu'elle se trouve à une altitude très précise, là où passent les alizés qui apportent beaucoup d'humidité et forment comme une mer de nuages. Si on redescend, on est quasiment dans un désert. José Miguel Olano est professeur de biologie. Alors ici, il est un peu comme un grand enfant dans une confiserie. Aujourd'hui, avec ce curieux instrument, il est venu récupérer des échantillons d'arbres pour les étudier. On va pouvoir déterminer son âge et les climats qu'il a connus. C'est la mémoire de l'arbre. Le parc de Garajonay est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien qu'il reçoive chaque année 500 000 visiteurs en moyenne, certaines zones sont strictement fermées au public pour être préservées. Pour s'y aventurer, nous suivons exceptionnellement Jacinto Leralta. Il est guide du parc et connaît chaque recoin et chaque secret de cette forêt. Regardez ça. C'est un fruit de vignatigo. C'est cet arbre gigantesque que vous voyez juste derrière. Et absolument tout ça est sorti d'une seule et même graine. Ce sont en fait des clones. Les vieux arbres meurent, mais de nouvelles branches poussent et l'arbre se régénère. Sur presque 4000 hectares, le parc est un sanctuaire pour des centaines d'espèces aujourd'hui introuvables en Europe continentale.
L'enchantement, c'est toute cette nature. C'est un saut dans le passé. Dans les forêts qui occupaient notamment la France durant l'ère tertiaire, il y a des millions d'années. La plupart de ces plantes ne se trouvent plus qu'à l'état de fossiles autour de la Méditerranée. Mais ici, elles sont encore en vie. Bien vivantes aussi, les traditions ancestrales qui ont fait la renommée de l'île. Nous voici 10 km plus à l'ouest, dans le village d'El Cercado. Ça, c'est l'or des pauvres. On ne peut pas faire de la poterie avec toutes les terres. Il faut qu'elle soit à la fois souple et résistante. Cette argile rouge est la signature des potières de l'île de la Gomera. Ici, cet art primitif se transmet entre femmes de génération en génération. Moi, je fais ça depuis que je suis toute petite. Comme ma mère travaillait déjà dans cet atelier, j'ai appris en la regardant. Cette technique était déjà utilisée à l'époque par nos ancêtres aborigènes, les tout premiers habitants de la Gomera. Carmen n'utilise pas de tour de potier, toutes ces pièces sont modelées à la main et polies avec un simple galet. Voilà, c'était ça les outils des aborigènes. Ils se débrouillaient avec peu de choses. Une fois cuit, bol, pichet, jarre se retrouvent sur les étagères de sa boutique avec un certain succès. Ça, on s'en sert pour servir le gofio, une spécialité de l'île. Mais vous pouvez aussi mettre des pommes de terre, du poisson ou de la viande. On va prendre ces trois-là. La culture de chaque endroit doit être préservée. Il faut la maintenir vivante. Et pour cela, il faut donner un petit coup de main aux artisans. L'héritage de la Gomera, c'est aussi une histoire faite de conquêtes. Direction San Sebastián, une capitale aux allures de village. C'est ici que nous retrouvons Audrey, notre guide française. C'est aussi là qu'a fait escale le plus illustre des explorateurs. On surnomme la Gomera la Isla Colombina parce que Christophe Colomb s'est arrêté ici en 1492. La Gomera, c'était le dernier endroit où il pouvait s'arrêter pour pouvoir s'approvisionner avant de traverser l'océan. S'il n'y avait pas eu la Gomera, le voyage aurait été probablement impossible en fait. Mais Colomb est loin d'être le seul navigateur à avoir compris l'intérêt stratégique de la Gomera. Bonjour, soyez les bienvenus. Le curé Juan Ramos nous ouvre les portes de l'église pour nous dévoiler son chef-d'œuvre. Ce n'est ni un vitrail, ni une peinture religieuse, mais une fresque inattendue représentant une bataille navale. Ces bateaux étaient ceux de pirates anglais et ils venaient pour envahir l'île. Les habitants étaient moins bien armés et pourtant ils ont gagné la bataille. Alors à cette époque, tout le monde pensait que c'était grâce à une intervention divine. C'est pour ça qu'on a mis ce tableau dans l'église. Mais la victoire des Gomeros ne relève pas uniquement du miracle. Les habitants de l'île possédaient un atout décisif. Aujourd'hui, ce langage sifflé est encore utilisé par les bergers, comme Ramon. Moi, mon père m'appelait en sifflant quand j'étais petit. Parfois, je partais jouer au beau milieu des montagnes, mais je l'entendais et je lui répondais. Rares sont ceux à le comprendre, certains les surnomment les hommes-oiseaux. Moi, mon père m'appelait en sifflant quand j'étais petit. Parfois, je partais jouer au beau milieu des montagnes, mais je l'entendais et je lui répondais. Bon, et ça nous permet aussi de communiquer entre nous sans que les étrangers nous comprennent. C'est très pratique pour prévenir l'arrivée de la Guardia Civile. Pour que la tradition ne se perde pas, le silbo est un enseignement obligatoire pour les écoliers de la Gomera. À toi, essaye maintenant. Juliane est professeure, elle nous offre un petit cours particulier. Il faut que les lèvres soient collées aux dents, comme une grand-mère.
Ensuite, on vient appuyer la langue contre le doigt et on souffle. Inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'humanité, le silbo imite les sons de la langue orale. En fait, il faut arriver à reproduire les voyelles. Le O et le U sont graves, le I est très aigu, et le A et le E un peu entre les deux. C'est maintenant l'écho des vagues qui nous appelle. Nous quittons l'île par bateau direction la pointe nord. Le dernier trésor de La Gomera ne se dévoilera que depuis l'océan et il se mérite. Bon, maintenant on va passer juste à côté des rochers dits brise-bateaux. Beaucoup de bateaux ont coulé ici. Oui. Et le vôtre, jamais? Et non, je suis toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, je touche du bois. Après 1 heure de traversée, c'est une merveille géologique qui apparaît. On les appelle les orgues, tout simplement parce qu'ils ressemblent aux orgues des églises, avec leurs tubes verticaux. Ce sont des coulées de lave qui ont refroidi très lentement, durant des centaines d'années. C'est ce qui explique ces formes. Une œuvre éphémère, car ces grandes orgues, érodées peu à peu par l'océan et la pluie, finiront par disparaître. Mais pas d'inquiétude, nous avons encore quelques milliers d'années pour profiter de ces paysages fabuleux.